Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration passionnante, je trouve, de l'univers de Stromae. On va regarder de plus près deux titres vraiment percutants, Bâtard et Carmen. Deux chansons qui font réfléchir. Oui, bonjour. Et pour nourrir un peu notre discussion, on s'appuie sur une analyse assez fouillée qui décortique vraiment le travail de Stromae sur ces morceaux. Tout à fait. L'idée, c'est de voir ensemble comment lui, Paul Van Haver, arrive à capter des sujets de société aussi brûlants, on peut dire, l'identité, la polarisation, le numérique partout, et à en faire des tubes que tout le monde fredonne. C'est un peu sa magie, oui, faire danser sur des questions profondes. Exactement. Et juste pour bien commencer, un petit rappel. Stromae, né en Belgique, 1985. Une double culture importante. Mère belge, père rwandais, père disparu tragiquement pendant le génocide en 94. Ça marque toute son œuvre, évidemment. Bien sûr. Et son nom de scène déjà, Stromae, c'est maestro en verlan. Ça dit quelque chose, non? Cette envie de retourner les choses, de bousculer un peu. Complètement. C'est une signature dès le départ. Bon alors prêt, on attaque avec Bâtard. Bâtard donc, album Racine Carrée 2013. Rien que le titre déjà, c'est une provocation, non? Utiliser ce mot bâtard, chargé comme il est. Ah oui, c'est fort. C'est même plus que provoquant, c'est une stratégie. Il prend l'insulte et il la retourne. Le message central, c'est un rejet de cette pression constante. Faut choisir son camp. T'es ceci ou t'es cela. Toujours devoir se définir par opposition. Voilà, il refuse cette simplification à l'extrême. Et il transforme ce mot « bâtard » en étendard presque. Pour tous ceux qui se sentent entre deux chaises, qui rentrent pas dans les cases. Le refrain est super clair là-dessus. Ni l'un, ni l'autre, je suis, j'étais, resterai, moi. C'est un cri d'indépendance en fait. Exactement. Une affirmation très forte. Mais comment il illustre ça dans les couplets, cette pression à choisir? Il donne des exemples concrets? Ah oui, et c'est très parlant. Il énumère ces questions binaires qui nous enferment. C'est presque une liste. La politique, t'es de droite ou t'es de gauche? Hop, comme si c'était si simple. Oui, le fameux spectre réduit à deux couleurs. C'est ça. Après, l'identité. Soit t'es macho, soit homo. Encore une fois, la rigidité des genres, des stéréotypes. Et puis, le plus... le plus dur, sans doute, mais t'es Hutu ou Tutsi? Ouf. Là, on est au cœur de son histoire personnelle, bien sûr. La référence directe au drame rwandais, à l'absurdité meurtrière de ces étiquettes. Ça donne froid dans le dos, cette phrase. Et il n'oublie pas la Belgique, flamand ou wallon, les tensions de son propre pays. Ce qui est intéressant, c'est qu'il touche à tout. Politique, genre, ethnie, région. C'est partout, cette logique binaire. Il montre que c'est un système en fait. Exactement. Et il y a aussi cette pique, très ironique, sur la neutralité. Ah oui, monsieur n'est même pas raciste vu que monsieur n'a pas de racines. Comment on interprète ça justement? C'est une critique de ceux qui se disent au-dessus de tout? C'est tout à fait ça. Il suggère que se dire sans attache, neutre, supérieur en quelque sorte, c'est une illusion. Voire une forme de facilité peut-être. Ne pas prendre position, c'est déjà une position. C'est subtil. Oui. Refuser de voir ses propres appartenances sous prétexte de neutralité, c'est peut-être une façon d'éviter la complexité. Une critique du déni en somme. Très fin, ouais. Et ça renforce cette idée de la chanson comme une célébration d'identités multiples, du métissage. Panier d'où on vient, mais refuser de choisir un camp contre l'autre. Sa propre histoire devient une force. Absolument. Une identité enrichie. Et la musique elle-même, elle porte ça aussi. Le rythme, parfois un peu répétitif, lancinant presque, ça peut faire penser à cette pression constante des questions, ce côté obsessionnel. Hmm. Et la production mélange électro, d'autres influences, ça reflète cette hybridité. Le langage aussi, très parlé, parfois un peu argotique, ça ancre la chanson dans le réel. Et ce qui est dingue, c'est de se dire que cette chanson, elle date de 2013, mais elle pourrait avoir été écrite hier. Cette polarisation, cette obsession de classer pour ou contre, on le vit à fond aujourd'hui, non? Avec les réseaux sociaux en plus. C'est indéniable. Bâtard est d'une actualité brûlante. Elle nous renvoie à nous-mêmes. Comment on réagit, nous? Est-ce qu'on simplifie aussi parfois? Elle a ouvert une réflexion importante sur l'identité, à une époque assez paradoxale, entre mondialisation et repli.
Vraiment, une claque nécessaire. Bon, passons à l'autre titre. Carmen. Là encore, il part d'un truc ultra connu, l'opéra de Bizet, et il lui met un sacré coup de neuf. Et un coup de poing aussi. C'est une relecture brillante, oui. L'air de la rabanera, tout le monde connaît. L'amour est un oiseau rebelle. Chez Bizet, cet oiseau, c'est l'amour libre, indomptable, un peu dangereux. Passionné, quoi. Voilà. Stromae reprend l'oiseau. Mais alors, il change complètement le symbole. L'oiseau rebelle, ça devient l'oiseau bleu de Twitter. Le petit logo de l'époque, oui. Et là, forcément, la métaphore bascule. C'est plus l'amour passionnel. Non, c'est l'amour, version consommation. La critique est frontale. Les paroles. L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours plus de choix. C'est direct. Ça dépeint les relations comme des produits sur un marché, en fait. Exactement. Médiatisé par les réseaux, où on consomme les autres. On cherche la nouveauté, la validation par les likes, les followers. L'amour devient un chiffre. C'est assez glaçant comme idée quand même, que même les sentiments soient soumis à ça. Il insiste avec ce jeu de mots terrible dans le refrain. Après, l'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. Il dit « prends garde à toi », puis il énumère « garde à moi, garde à nous », et ça finit par « et puis chacun pour soi ». Dur. Et juste après, il scande « consomme, somme, somme ». On entend « consomme » bien sûr, mais on peut aussi entendre « on somme ». Comme si on additionnait des relations jetables. Et les 48 heures, ça souligne bien le côté éphémère de tout ça. C'est brillant et hyper scénique. Et pour enfoncer le clou, il y a ce clip animé, mais incroyable. De Sylvain Chomet. On reconnaît sa patte tout de suite, les triplettes de Belleville. Ah oui, ce clip, c'est une œuvre en soi. Il amplifie le message de façon magistrale. On voit le personnage de Stromae, dessiné par Chomet, qui tombe sous le charme du petit oiseau bleu. Au début, il est mignon, inoffensif, presque attendrissant, non ? Oui, il y a une séduction au départ. Mais très vite, ça vire à l'addiction. Le personnage s'isole du monde réel, de ses amis. Il est obsédé par l'oiseau qui grossit à mesure qu'il gagne des followers. Il devient énorme ? Carrément monstrueux. Une créature grotesque qui finit par dévorer son maître. La métaphore de l'addiction, du côté prédateur des réseaux, elle est limpide et terrifiante. C'est une image qui reste, hein. Le truc mignon qui devient un monstre. Il paraît qu'il y a des clins d'œil, des références cachées dedans. Oui, l'univers est riche. Certains y ont vu des hommages, peut-être un clin d'œil à une scène du clip Bound to de Kanye West, par exemple. Stromae qui chevauche l'oiseau géant devant un décor qui défile. Ça montre aussi sa culture visuelle, son dialogue avec d'autres arts. Mais le cœur, ça reste cette parabole sur la dépendance numérique. Et puis, il ancre encore plus la chanson dans notre réalité, avec les mots du numérique. Follow, followers, hashtag. Ce n'est pas juste plaqué, ça fait partie de la poésie un peu sombre du texte. Quand Carmen est sortie, l'impact a été énorme, je me souviens. On sentait que ça touchait juste, que ça mettait des mots sur un malaise qu'on commençait tous un peu à sentir face à ces plateformes. Absolument. On n'était peut-être pas encore aussi focalisé sur les questions de santé mentale liées au réseau qu'aujourd'hui, mais C'est vrai. la chanson et le clip ont fait des millions de vues très vite, ont lancé plein de débats. C'était en 2015. On peut dire que Stromae a été assez visionnaire là-dessus. Il a cristallisé très tôt des questions qui sont centrales aujourd'hui sur l'impact de la tech sur nos vies, l'authenticité, la pression de se mettre en scène. C'est fascinant de voir comment ces deux chansons, si différentes soient-elles, montrent une vraie cohérence. Sa capacité à sentir l'air du temps, à pointer les tensions de notre époque. C'est exactement ça, le fil rouge. Que ce soit l'identité fragmentée face aux cases dans Bâtard ou l'aliénation par la technologie dans Carmen, il prend des thèmes contemporains très forts et il arrive à les mettre en musique. Une musique populaire en plus. Il observe, il questionne. On sent un peu l'héritage de la chanson à texte francophone, non ? La chanson comme commentaire social, comme Brel, Brassens. Mais comment il la modernise, cette tradition ? C'est juste le son électro ? Non pas seulement. Bien sûr, il y a les sonorités électro, pop, hip-hop, des touches africaines, cubaines parfois. C'est très actuel. Mais c'est aussi les thèmes, les réseaux sociaux, l'identité multiculturelle complexe et la manière de les traiter, souvent avec de l'ironie, un jeu sur les codes. Et la dimension visuelle est cruciale chez lui, bien plus que chez ses aînés. Il utilise vraiment tous les outils d'aujourd'hui. Et le résultat, c'est cette double réussite assez rare finalement. Être un artiste de stade, qu'on entend partout, et en même temps un auteur dont les textes sont étudiés pour leur profondeur, leur pertinence. C'est ça. Sa force. Il prouve qu'on peut toucher le grand public sans sacrifier l'intelligence, la nuance, la critique. Il casse cette idée qu'il faudrait choisir.
soit populaire, soit profond. La pop peut porter des idées complexes. D'ailleurs, ça m'étonne pas que ces chansons soient étudiées dans les facs, en sociaux, en études des médias. Mais oui, c'est déjà le cas, hein. Ce sont devenus des objets culturels super pertinents pour analyser notre société. Une porte d'entrée géniale pour parler identité, technologie, normes sociales. On peut les écouter juste pour le plaisir ou creuser beaucoup plus loin. Finalement, son travail sur ces titres, et plus largement, c'est une belle preuve que l'art peut être une forme de résistance, douce peut-être, une manière de poser les bonnes questions sans donner de leçons. Exactement. Et le faire en nous donnant envie de danser, ça, c'est quand même fort, hein. Transformer l'inquiétude en quelque chose d'entraînant sans la vider de son sens. Oui, c'est vraiment sa marque. Rendre la réflexion accessible, presque désirable. Voilà, donc pour cet éclairage sur Bâtard et Carmen de Stromae, deux chansons miroirs, chacune à sa façon. Bâtard contre les étiquettes, pour la complexité. Carmen, cette fable moderne sur nos vies connectées. Et ce sont des chansons qui restent en tête, qui nous travaillent. Elles nous poussent à nous interroger. Et moi, mon rapport à ces catégories. Et moi, la place de la technologie dans mes relations. Des questions à la fois très personnelles et très collectives. Absolument. Et ça ouvre une question, pour finir, peut-être plus large. Aujourd'hui, avec tous les défis qu'on connaît, sociaux, technologiques, est-ce que la musique populaire a toujours cette capacité à être ce miroir critique? Est-ce qu'elle peut encore nous secouer, nous faire réfléchir, comme Stromae le fait, tout en nous faisant vibrer? Bonne question. Une piste à explorer. Merci de nous avoir suivis pour cette discussion.